Donc on commence. On check. Bonjour à tous, c'est Ben Moudo et on se retrouve aujourd'hui avec Philippe Montosi, 6e dan de Taekwondo, pour un nouvel entretien martial. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup, merci à toi de m'accueillir, c'est vraiment très gentil. Je suis content de le faire avec toi en plus parce que c'est, figure-toi, une des premières idées de vidéo que j'ai eues quand j'ai démarré cette chaîne. Mais comme je suis pas venu à Toulouse depuis, je l'ai pas fait. Tout simplement. Donc on va commencer avec la première question, très originale. Comment as-tu découvert le taekwondo et pourquoi, excuse-moi, avoir choisi cet art martial en particulier? Eh bien, c'est très simple. En fait, à l'époque où j'ai débuté le taekwondo, en fait, j'étais judoka. J'étais tout jeune, je devais avoir 11-12 ans. Et puis, c'était l'époque de Bruce Lee. Et comme par magie, dans le club où je pratiquais le judo, il y avait un maître coréen qui venait de débuter. C'était mon maître Ryu Sunko. Et c'était la seule discipline plutôt aérienne, des coups de pied rapides, Oui. les placements, tout ça. Et je me suis dit, tiens, c'est proche du kung-fu, j'étais tout jeune encore, je vois Ouais, pas trop de différence. Et je suis allé vers lui, et puis voilà. Et ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça. Tu avais quel âge? Bruce Lee, le déclic, et après ça. Et tu avais quel âge à ce moment? Je devais avoir une douzaine d'années. D'accord. Alors, tu nous parlais de ton maître, est-ce que tu peux nous parler de lui et est-ce que tu as un souvenir fort que tu gardes de lui? De lui, en fait, je n'ai que des souvenirs forts, parce que c'est avec mes parents, évidemment, mais c'est lui l'homme qui a fait le mec que je suis maintenant. D'accord. Moi, je partais, j'avais un père absent et tout, etc. Et j'étais un jeune un peu dissipé. Je le suis resté longtemps d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a appris à me discipliner, à être patient, les valeurs, tout ça, etc. C'est un maître qui avait... il avait une dizaine de raisons de me mettre à la porte du club, parce que j'étais très turbulent. Et il m'a gardé. Donc il a dû peut-être voir quelque chose en moi et que moi j'ai eu du mal à développer, à trouver aussi. Et il m'a gardé jusqu'à la fin et je l'en remercie, puisque maintenant c'est ma passion, c'est ma vie, mais j'en ai plein. Il m'a donné quelques coups de poing et de bâton pour me mettre sur le bon chemin. Mais s'il l'a fait, tu penses que il avait... Je le méritais. Mais il avait conscience que tu y arriverais, il voyait du potentiel, il l'a pas fait pour rien. C'était un club avec énormément de champions et de pratiquants de très haut niveau. Il y a eu des champions du monde, des champions d'Europe, plein à cette époque. Ouais, d'accord. Et pratiquement tous ont percé. Tous les ceintures noires, les champions de cette époque de mon maître, ont tous été cadres fédéraux, entraîneurs national, DTN, enfin je veux dire, c'était vraiment... Ouais, d'accord. Ah ouais, moi j'étais un des plus petits, oui. Je suis un des rares à continuer, mais et j'en suis fier. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui, dans ta pratique et dans ton enseignement, rend ton taekwondo un petit peu unique par rapport aux autres? C'est quoi ta touche à toi? Alors, ma touche personnelle, c'est que j'ai le sentiment d'être un lien, d'être un pont entre le traditionnel, auquel je reste très attaché, et la compétition. Je suis encore un compétiteur, et le problème des compétitions, c'est que ça travestit un petit peu, ça corrompt un petit peu la pratique martiale pure, traditionnelle, ouais. Et donc il faut faire énormément de compromis. Et en traditionnel, non, il n'y a que la vérité qui compte, que l'efficacité qui compte, et la tradition, et les valeurs, etc. Or qu'en compétition, pour gagner, de temps en temps, il faut être borderline,
accepter certaines choses. Et moi, je me veux un pont entre ces deux mondes. Et comment est-ce que justement, En fait, j'ai puisé pour être compétitif à haut niveau. J'ai puisé dans un bagage danse, théâtre, karaté, escalade. Plein de choses m'ont enrichi, en fait, Oui. pour percer là-dedans. Et je me sers d'un petit peu de tout ça pour mon enseignement et ma pratique perso D'accord. aussi. Ok. Bon, je suis aidé aussi par un groupe Un bon groupe assez riche. Ouais. d'élèves. Ouais, élèves, ouais. Mhm. C'est mon laboratoire, en fait. D'accord. C'est sur eux et sur moi que je teste et j'expérimente différentes choses. D'accord. Tu es connu en France pour justement être un spécialiste du Poomsae en tant que compétiteur. Pourtant, toi, notamment à tes débuts, tu n'étais pas fan de Poomsae, c'était pas ta tasse de thé. Comment est-ce que c'est venu tout ça? Alors, le Poomsae, c'est venu sur le tard. En fait, mon maître Liu Sunko, donc, dit King, m'a laissé 11 ans avec le même grade, 11 ans ceinture rouge, parce que, entre autres, Oui. je refusais d'apprendre les Poomsae. Ah bon, J'étais c'est pour ça. pas un Entre autres, technicien, ouais. j'étais un combattant. Et moi, comme j'étais fan de Bruce Lee, Ouais. qui avait dit à l'époque que la ceinture noire, c'était juste pour tenir le pantalon, je voyais pas l'intérêt de passer une ceinture noire. Ah Donc, d'accord. je Donc c'est faisais comme ça que juste tu as accepté la situation aussi, quoi. Voilà, Ouais. du combat. Mais j'étais un compétiteur combat acharné. Mhm. Et plusieurs blessures au genou m'ont contraint à arrêter le combat. J'étais opéré plusieurs fois et j'ai dû arrêter le combat. Mais j'avais encore envie, j'avais encore soif de compétition et il fallait que je trouve quelque chose. J'avais des qualités gymniques qui m'ont tourné en fait vers la compétition kata et Poomsae. Ouais. Et j'ai retrouvé les mêmes sensations. Ce D'accord. qui a fait la différence avec mes adversaires, c'est mon passif de combattant et l'approche mentale que j'ai eue en compétition Poomsae avec l'approche mentale que j'avais en combat. D'accord. Donc j'étais réellement en train d'affronter les Ouais. adversaires. Ouais, ouais. Et les juges, le public voient que je ne suis pas en train de faire juste une démonstration gymnique, vide et creuse de... Voilà quoi. D'accord. À quel âge tu as commencé à compétir Poomsae du coup? Assez tard, dans les années 90, peut-être en 96 ou 17. Ou, voilà. Mhm. Du coup, toi on va dire ta passion pour la compétition, est-ce que selon toi c'est important qu'un pratiquant passe par la case compétition, quel que soit le type de compétition? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais c'est quand même important. Mhm. C'est quand même important. Parce que la compétition peut permettre aux pratiquants de tester son efficacité, de tester sa force mentale, de tester ses capacités physiques, tactiques, technico-tactiques, chose on ne peut pas faire dans la rue, dans la réalité. Enfin, certains oui, mais c'est quand même assez dangereux et tout. Mais quand on reste dans un cadre sportif avec des règles et tout, c'est quand même bon. Que ce soit pour le combat ou la technique, hein, Ouais, ouais. c'est Pour sortir de sa important. zone de confort. J'ai mis des élèves à moi qui étaient timides et réservés, qui avaient du mal à se lâcher. Je les ai mis à la compétition et ça les a énormément aidés D'accord. voilà, à se Même, développer. Et la compétition pousse aussi un pratiquant à être meilleur, à progresser. Ouais. Parce que s'il fait juste une pratique régulière, même sérieuse, hein, il progressera moins vite sur la finition et les détails que si c'était un compétiteur. Oui, d'accord. Voilà. Maintenant, il faut le faire avec un bon esprit. Hein. C'est-à-dire? Rester humble, pas prendre le melon, et gagner, et participer aux compétitions pour vivre ça comme une aventure, et pas dans un piège dans lequel moi-même je suis tombé. Cette soif de médailles, en avoir plus, encore, écraser les autres, être le meilleur, parce que ça en fait ça mène nulle part. Parce qu'on a toujours quelqu'un qui est meilleur que soi, et quand on gagne une compétition, que ce soit en combat ou en technique, on a été le meilleur. Mais à
à un petit moment, Un court instant. à un instant T. Ouais. Il m'est arrivé de gagner le championnat de France avec combat, penser être le meilleur, et 15 jours après me faire battre par un débutant Ouais. en compétition régionale parce que j'étais pas prêt. Point. Voilà. Donc, Ça tient un peu de choses. Ouais. ouais, ouais. Pour rester sur le domaine de la compétition, est-ce que tu as un souvenir particulièrement fort qui te marque sur ta carrière de compétiteur? Alors, j'aimerais dire que c'est le championnat du monde, mais en fait non. C'est la première fois que j'ai eu en fait l'opportunité de partir en championnat d'Europe, parce que je suis resté en équipe de France une vingtaine d'années, mais je ne partais pas à l'international, à cause des problèmes dont on ne parlera pas aujourd'hui. Mais et une fois, j'ai eu l'opportunité de partir en championnat d'Europe, c'était en Espagne. Je savais depuis quelques années que j'étais le meilleur de la catégorie, mais je n'avais rien de concret. Je gagnais des Open internationaux, ouais. multiples, je battais les meilleurs, mais championnat d'Europe, champion d'Europe, ouais, le titre, il te le manquait. le titre. Et je le gagne avec une telle facilité que j'ai pris une grosse claque, quoi. Et je me rappelle, bon, à Marseillaise, le podium, j'ai pleuré en pensant à mon père qui était parti quelques temps un petit peu plus tôt. D'accord. Et c'était un moment fort. Fort. J'étais entouré d'amis. Et je me rappelle ne pas avoir dormi. Et j'avais encore une compétition le lendemain. Ah oui? C'était au même endroit avec les mêmes athlètes. C'était l'Open d'Espagne. D'accord. Et j'y suis allé sans avoir roupillé, en étant avec la tête en vrac et rebelote. Voilà, juste parce que j'avais la banane et le sourire. Et ça m'a mis sur une planche de départ et après j'ai tout gagné. Mais j'ai commis une grosse erreur au premier championnat du monde auquel j'ai participé. Voilà. J'ai voulu en faire trop. Ouais. Et j'ai fait une préparation un peu trop forte, un peu trop dure, et je suis arrivé au championnat du monde fatigué. D'accord. Fatigué. Ouais, tu t'es trop entraîné, pas assez j'ai voulu en faire trop, récupéré. il ne faut pas en faire trop. Et j'ai oublié le moteur principal d'un compétiteur. C'est le plaisir. Et je n'avais pas participé à ce premier championnat du monde pour le plaisir. J'y suis allé pour la gagne. Ouais, d'accord. Et voilà, ça m'a appris une belle leçon. C'est marrant, et puis c'est intéressant que, alors que tu as participé au championnat du monde, tu as fait vice-champion du monde, Ouais. que ton souvenir le plus fort soit le premier championnat d'Europe, quoi. Enfin, c'est marrant, mais ce que je veux dire, c'est que au final, ça revient un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, où, comment dire, le plus important, c'est pas la gagne, justement, puisqu'au final, en termes de sensations, là où tu as le plus de sensations et de plaisir, c'était sur une compétition, c'était pas sur la plus importante, quoi. Et en fait, ce que j'apprécie le plus maintenant, quand je participe à des compétitions, que ce soit comme athlète ou comme coach, c'est pas du tout les médailles. Maintenant, je m'en cogne. Je connais mon niveau, je sais ce que je vaux, ce que valent mes adversaires. C'est plutôt ces adversaires qui, pour la plupart maintenant, sont des amis. Ouais. C'est plutôt les échanges avec eux, les partages. On s'affronte dans 2 heures, mais on s'entraîne ensemble. Avant, ouais. On se prépare ensemble, Ouais. on déconne ensemble, on mange ensemble, ouais. C'est un peu on propre. se coche. Ah on ouais, se coche entre nous, or qu'on est adversaires. C'est un peu propre à la compétition Poomsé, ça. Oui, ouais. c'est vrai qu'en en combat, il n'y a pas cet esprit-là. Ouais. Les compétiteurs en Poomsé de haut niveau, hein, c'est plutôt, je ne voudrais pas dire la noblesse, mais ils ont une maturité que les combattants n'ont pas. Ouais. Pour rester sur le domaine de la compétition, comment est-ce qu'on se prépare à une telle échéance, justement? Comment on se prépare à une échéance telle qu'un championnat d'Europe, un championnat du monde? Ma force, en fait, c'est que j'ai autant perdu de compétition que j'ai gagné, du moins au début de ma pratique. Donc j'ai appris énormément de mes erreurs, énormément, et j'ai appris en permanence à corriger le tir, à m'hydrater, à me préparer des mois, voire des années avant, à avoir les bonnes personnes autour de moi
pas des personnes toxiques ou... D'accord. En fait, il fallait t'entourer de gens positifs. Voilà, qui m'aident à construire, un programme, à avancer, chaque jour à monter, à construire une brique, à rajouter à l'édifice quelque chose, à mettre en place des biorhythmes pour être au top le jour J, à la bonne date, choisir bien et cibler bien mes compétitions, le programme de la saison avant, pour avoir une phase de progression plus en adéquation avec l'objectif. Disons, je ne vais pas me perdre sur un Open en Corée, en Serbie ou ailleurs, ou dans d'autres pays où j'affronte des adversaires qui ne vont pas m'aider à progresser. Oui, Ok. d'accord. Ensuite, prendre les bons stages. Ce qui m'a aidé aussi, c'est devenir un arbitre international. Ouais. Donc, passer de l'autre côté du miroir pour savoir ce que les juges regardent, attendent, voient, et m'adapter à ça. Ensuite, j'ai été coaché par des bons gars, dont un ex-champion du monde qui est devenu un ami. Il s'appelle Kitu Dang, c'est lui qui m'a appris à pratiquer pour le plaisir d'abord. D'accord. Voilà. Ça devient de Kitu. Et ensuite, la priorité numéro 1, c'est de ne pas se blesser. Ouais. Ne pas se blesser, avancer. Le problème, c'est que je suis un athlète en fin de carrière qui commence à payer l'addition de toutes ces erreurs avant. Une carrière assez longue. Et c'est assez difficile. Assez difficile de taper dans le haut niveau. Oui. Parce que moi, je m'entraînais, même maintenant, uniquement pour progresser et gagner. Et pour gagner dans le haut niveau, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de non, je m'entraîne demain, non, je repousse après-demain, non, ce matin j'ai la flemme. Non. C'est, on se trace un cap, on s'y tient, et même si on n'a pas envie, même si on est malade ou quoi, on doit y aller, et s'entraîner, et progresser, et avancer, etc. Mais rester très attentif, très à l'écoute de ce qui peut se passer. Mais il faut apprendre aussi, et surtout à s'entraîner dans des conditions difficiles. Parce qu'un championnat du monde ne se passe pas forcément comme prévu. Il ne fait pas une température idéale, le tapis peut être pourri, ou tout neuf, il glisse, il peut faire froid, ça peut être en altitude, ça peut être... On n'a pas dormi la veille. Pas suffisamment, on peut être malade, on peut attraper une gastro, et on a un job à faire, et on doit le faire. Donc je me suis entraîné durant les 2 ans avant le championnat du monde, dans toutes les conditions possibles. Difficiles, pas difficiles, chaud, froid, tôt, en pleine nuit, tout ça, pour que le jour J, ce soit d'une facilité. D'accord. Vraiment, ce soit tranquille. C'est intéressant. Et, voilà. Et je m'entraînais systématiquement avec des athlètes qui sont plus jeunes que moi, plus rapides que moi, plus techniques que moi, et je m'accrochais à eux pour essayer de faire mieux, essayer de faire aussi bien et avancer. J'ai la chance d'évoluer dans mon club au milieu d'athlètes qui sont internationaux. Il y a 11 membres de l'équipe de France qui s'entraînent chez moi, et je peux m'appuyer sur ce groupe-là. Et j'ai beau être leur maître, quand on s'entraîne ensemble, il n'y a pas de maître et élève, on est tous athlètes. Donc même les ceintures jeunes, les jeunes de 16 ans ils débutent quand ils me voient faire une connerie, une erreur de pied, d'appui, de rythme, tout, ils me reprennent. On se tutoie, ils me disent non, là tu viens de faire une bourde, reprends, et tout, etc. Et il n'y a aucun souci. Et c'est ça qui m'aide. Je peux m'appuyer sur ce groupe-là. Je ne me réfugie pas derrière ce masque. Je suis champion du monde, je suis X fois champion d'Europe, je suis 6e dan, je suis leur maître, j'ai pas à les écouter. Non, ils voient des choses que je vois pas, que je sens pas, que je... Voilà. C'est vrai que c'est un truc c'est une chose qui m'avait marqué, moi, les premières fois où je venais, justement, puisque moi, au départ, te connaissant uniquement de stage, forcément, quand tu es, toi, intervenant, et tu viens à un stage en tant qu'expert, et que moi, je suis stagiaire, j'ai une approche différente
qu'un élève Ouais. peut avoir avec toi, forcément. Et c'est un souvenir que j'ai la première fois où je suis venu à Toulouse. Tu m'as dit, moi ici, personne ne m'appelle maître, Ouais. personne ne me vous voit, je m'appelle Philippe, moi c'est tu, et si quelqu'un voit une erreur, il me le dit. Ouais. Et waouh, Non, mais ça m'avait marqué, et c'est vrai, c'est quelque chose qui est totalement vrai. Et c'est un de mes points forts. J'ai vu dans mes adversaires, il y a des maîtres, hein, évidemment, qui enseignent. Et quand ils s'entraînent de temps en temps avec leurs élèves. J'ai assisté de temps en temps à leurs séances d'entraînement. Je les vois au milieu de leurs athlètes. Et quand il fait une bourde, quand il rate quelque chose, Ils ne le disent pas. ils ne lui disent pas. Mm. Par respect, par crainte, et il ne se rend pas forcément compte qu'il vient de faire une erreur. Ouais. Et voilà. Ouais. Tant pis pour lui. C'est un vaste débat, ouais. Ouais, tant pis pour lui. Donc, tu as travaillé de nombreuses années dans la sécurité. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Eh bien, oui. La sécurité, en fait, rapprochée, et puis de sites, sur des points chauds à travers le globe, m'a appris à tester ma peur. Parce qu'en fait, j'avais peur des fois. Et il fallait quand même faire le job. Ouais. Il fallait quand même aller au conflit. Il fallait quand même résoudre le problème. Et malgré mes craintes, mon manque de bagages en technique, en efficacité, il fallait tester et y aller, quoi. Donc, ça m'a appris à découvrir mes moments de vérité. Mhm. Ok, qui j'étais réellement. Parce qu'en fait, on se découvre face à ses propres peurs, face à ses craintes. Ouais, d'accord. Okay, quand il faut se défendre soi, défendre sa peau, quand il faut défendre une personne, qu'on connaît ou pas, mais défendre sa vie, c'est une autre approche. C'est un combat qui est complètement différent. Ouais. Et ça m'a permis de relativiser ensuite. Relativiser les grosses échéances comme les compétitions. Grosses compétitions, ouais. énormément de monde. Ouais. Un championnat du monde, il y a des adversaires qui venaient, mes amis ou mes coachs qui venaient, qui me disaient, mais t'as pas le stress, t'as pas... Le stress, pour ça, c'est une compétition. Mhm. Je fais du poumsé, je risque que rien. C'est un tapis, y a pas de... on me tire pas dessus, Ouais, c'est ce que j'allais te demander. je vais pas prendre de coups de couteau, c'est fun, quoi, c'est que du plaisir. Ouais. Je risque que rien. Au pire, je perds l'équilibre, Ouais. j'ai une mauvaise note, et alors je peux me reprendre après. Mhm. Tandis que la sécurité de haut niveau, sur des points chauds, on fait une erreur, la sanction est immédiate, et c'est la mort. Ouais. Soit le client, soit un camarade, un collègue, il n'y a pas d'erreur, on n'a droit à aucune erreur. Mhm. En poumsé, en compétition, une erreur, c'est pas grave. On perd, on recommence le lendemain, Ouais. on en a une autre un mois après, voilà. Ouais, ouais, Donc d'accord. aucun stress. Donc ça t'a... Fébrile, excité, ouais. Ouais. Mais peur, non. Oui, ça, en fait, ça t'a apporté quelque chose quand même contraire. Ah oui, oui, d'important, quoi. énormément. Ouais. Et surtout, en tant qu'enseignant, arts martiaux, ce qui est réellement efficace. Tu te sens plus légitime Ah avec oui, ça? oui, oui. J'ai fait durant une quarantaine d'années de pratique des clés, Ouais. des saisies, des balayages, et je me suis rendu compte que on a beau avoir un vaste bagage de techniques, un panel immense de clés, de différentes techniques, très peu sont applicables en Ouais, fait. ouais, ouais. Très peu sont applicables. Et je me suis rendu compte aussi qu'il faut un engagement mental complètement différent en club, en compétition et Et sur le terrain. en sécurité. Mhm. Dans le terrain, le mental est différent. Mais je puise dans mon expérience en sécurité, je puise une approche mentale que je retrouve ensuite sur les compétitions. Mhm. Voilà, une espèce de vérité que l'œil de certains juges peuvent voir. Mhm. Voilà, il faut être sincère en fait. Tu ne peux D'accord. pas mentir. Ouais. Et quand tu es vrai, ça on ne te le vole pas. Ouais. Quand tu fais une prestation, même un kata, et que tu exprimes quelque chose Avec l'intention. Voilà, avec l'intention, tu es réellement en train de te battre, Ouais.
combattre. Ouais. Tu vois tes adversaires. Tu n'es pas en train de faire de la gym, quoi. Lever les jambes, agiter les bras. Et certains juges qui ont le goût du combat Ouais. savent Ils sont voir sensibles ça. à ça. Voilà, Ouais. sensibles à ça. D'accord. Et le voient. Et là, tu te mens pas. Tu te trompes pas. Même si tu perds parce que tu affrontes un adversaire qui est plus souple que toi, plus aérien, plus jeune, plus... Toi, tu es resté toi-même. Tu te mens pas. D'accord. Ça vaut toutes les médailles d'or. Ouais. Tu parlais justement avec toutes ces années d'expérience que tu as dans les arts martiaux, tu as pratiqué différentes disciplines. Est-ce que selon toi c'est important d'aller pratiquer d'autres disciplines quand on pratique longtemps et vraiment? Eh bien, mon maître n'était pas trop d'accord avec ça. Alors, à l'origine, il me Ah oui. disait non, concentre-toi à fond sur un art, va au moins jusqu'au bout des choses, ne te disperse pas. J'ai tenu bon durant quelques années, et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il manquait énormément de choses. Il manquait du corps à corps, du travail au sol, pas de balayage, pas de saisie. Donc je me suis... Pas de boxe anglaise, pas de point visage, Ouais. et il manquait des choses. Donc à son insu, je suis allé pratiquer ailleurs, d'autres disciplines. Et ça enrichit ma discipline martiale dans ma discipline. Et je me suis construit comme ça. D'accord. Okay, donc c'était bien dans un premier temps. Puis je me suis rendu compte que quand on veut être réellement performant dans l'enseignement, dans la compétition, il faut avoir beaucoup plus de cartes et d'atouts que les autres pour pouvoir répondre à toutes les attentes, toutes les questions, tous les problèmes. Et puis quand on est en compétition, il faut beaucoup plus d'atouts dans son jeu que les adversaires. Donc quand on tombe sur un adversaire qui est plus rapide, qui a les jambes plus longues, qui a de la longe, qui a une technique différente, une tactique différente, il faut qu'on trouve la bonne solution. stratégie. Et la solution, de temps en temps, elle est technico-tactique dans une autre discipline, dans une approche différente. Et pour rebondir sur la technique pure, donc sur les katas, les pumse, le lapsus. Sur les pumse, je pourrais pas changer ça au montage. Voilà. Sur les pumse, j'ai été obligé de pratiquer longtemps le karaté pour trouver les applications de nos pumse. Parce qu'aucun expert coréen ne m'a donné la bonne réponse sur les applications. Ouais. À chaque fois, il détourne les questions en disant oui, quel grade tu es, je te répondrai quand tu seras le 8e dan, non, tout ça. Ou alors ce qui donne comme application, comme réponse, c'est un peu simpliste. En karaté, on va au bout des choses, on va au bout des choses, et puis c'est à chaque fois plusieurs propositions. Ouais. Okay, et puis c'est à l'élève aussi à chercher sa propre solution. Donc ça, j'ai trouvé ça très riche, très intéressant. Et ça m'a permis, en pratiquant ou karaté, ou kung-fu, ou penchak, ou différents arts martiaux, de trouver des solutions, des réponses à toutes mes questions. Et j'en apprends tous les jours. Je ne fais pas un cours de karaté ou un stage ou regarder une vidéo sans « Ah ouais, regarde, ça, ah ouais, ça en fait c'est pas un double coup de coude, c'est un armement, je lui tire le bras, je frappe. » Et ça m'a permis d'avoir une maturité quand je pratique un pumse pour l'apprendre ou l'améliorer, de comprendre réellement le sens profond de la chose. Et voir les erreurs, les incohérences qui se trouvent sur ce que me donnent les experts coréens, me dire mais c'est pas possible, si j'arme ce bras en dessous, c'est pour faire une frappe dans les côtes. Pourquoi ils me mettent un changement en mettant le bras au-dessus pour un double coup de coude, or que je lui saisis le bras? Je peux pas taper en dessous si je lui prends le bras. Alors, dans ces cas-là, justement, je peux à ce moment-là, j'ai suffisamment de bagages, suffisamment de matière pour permettre une discussion face à eux. Aller les voir, d'égal à égal, et leur dire ce que vous venez de montrer, expliquez-moi, parce que moi j'ai quelque chose à vous dire
qui prouve que c'est incohérent, ou que c'est bien construit, ou ce que vous dites est bien, ou là, excusez-moi, mais vous tapez à côté. Alors, je sais que ça ne vient pas de vous, c'est une décision fédérale, mais la discussion, c'est toujours bon. Mais, surtout avec des experts. Mais dans ces cas-là, justement, quand il y a une modification sur un armement... ça change tous les 6 mois. Justement, quand toi tu sens que ça n'a pas de sens, que c'est pas cohérent pour toi, est-ce que tu l'enseignes quand même ou non? Je l'enseigne à mes athlètes pour la compétition, parce qu'il faut qu'on colle au cahier des charges pour la compétition. Il faut qu'on fasse exactement ric-rac ce qu'on nous demande, ce que les juges attendent à nous. Mais je leur enseigne quand même les applications, l'autre approche plus traditionnelle, pour qu'ils sachent la vérité de ce qui se passe en dessous. Oui, d'accord. Pour qu'au moins ils puissent croire, quand ils sont en train de faire leur kata, encore un lapsus, quand ils sont en train de mettre leur prestation en route, qu'ils puissent avoir au fond d'eux le sens profond de qu'ils puissent visualiser leur technique. Vraiment. Et au moins ils peuvent être en osmose entre la concentration, le mental et l'action. D'accord. Ok. C'est pas juste une danse, une gym. Voilà. Il faut remplir son vase en fait. C'est pas juste un décorum, un joli vase décoré, il faut le remplir. C'est ça qui est important. Et sans les applications, sans cette vérité-là, c'est impossible à faire. On est juste un pratiquant creux. Voilà. Ce que moi je combats. Qu'est-ce que les arts martiaux t'ont apporté en dehors de tes qualités physiques, en dehors de cet aspect sportif, plus loin que ça? Bon, je vais dire des clichés. Oui. Mais les clichés souvent sont... C'est la confiance en moi. Quand j'étais jeune, petit du moins, j'étais timide, réservé, voire même complexé. Je bégayais, j'avais du mal à m'exprimer en public. J'étais le plus petit de ma classe, je me faisais taper dessus. Bon, déjà, ça m'a appris à être fort, ça m'a appris à me faire des copains, parce que dès que tu es fort, tu as des copains. T'as des copains. Ça m'a permis d'être beaucoup plus avenant, entreprenant, et à oser les choses. À oser. Pour quoi que ce soit. D'accord. Chaque fois que j'avais envie de faire une chose, et que, je sais pas, je doute, non, c'est pas pour moi, eh ben non, il faut y aller. J'y vais, je tente le coup, qu'est-ce que je risque? Une baffe, tomber, prendre le jus, et péter un pied, et alors? Et rien. Ça m'a appris, j'ai eu énormément de chance d'avoir des maîtres qui m'ont enseigné les vraies valeurs. Ouais. On n'a peut-être qu'une seule vie, et si on passe à côté de sa vie, c'est pas bien. Donc dès qu'on commence une chose, on va jusqu'au bout, et s'il y a des obstacles, tant mieux. Tant mieux, parce que on apprend, on surmonte, on se renforce. Plus il y a des obstacles, plus on sera fort. Ok? Et ça c'est bien. Et l'aventure est belle. Je dis pas était belle parce qu'elle continue. Elle continue. Je vais rester un pratiquant jusqu'au bout. Et l'aventure est belle, oui. Je ne peux pas dire autre chose. Que ce soit pour les compétitions, pour la pratique ou l'enseignement ou les rencontres, c'est bien. C'est bien. Mais il faut apprendre à bouger, à partir, à aller chercher ailleurs. Il faut oser. Tu as dit tout à l'heure que j'étais assez réputé en France pour mes katas, mes pumse en tant que technicien. Mais en fait, je le suis un peu plus à l'étranger, parce qu'en France, je dis pas que c'est un pays pauvre, mais la pratique martiale en France est très riche, est très forte, dans plein de disciplines, mais dans ma discipline, le taekwondo. Le taekwondo, c'est plus compliqué. Ça va plutôt mal. Ouais. Donc je vais chercher ailleurs pour continuer. Y a-t-il un maître ou un expert toujours actif qui est pour toi une source d'inspiration? Plusieurs, mais il y en a le premier qui me vient à l'esprit. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est un ami maintenant. Au départ, c'est un adversaire.
C'était le Danois, d'origine vietnamienne. Il s'appelle Qui Tu Dang, il est 8e dan, il est champion du monde, X fois champion d'Europe. C'est un des rares athlètes que je connais qui a encore plus de médailles que moi, encore plus de victoires que moi, encore plus de compétences que moi. Ouais. Je pensais être fort, être un adversaire, un pratiquant premier ordre jusqu'à ce que je le rencontre. Ouais. Et je lui arrive pas à la cheville, à tous les niveaux. Autant sur le plan humain que pratique, c'est mon en modèle. Et je l'ai eu comme adversaire durant des années et je l'ai fait venir en stage chez moi, Plusieurs fois. qui m'aide à progresser, à enseigner à mes élèves, à mon groupe et tout, etc. Et je me répète un peu, mais c'est lui qui m'a appris à pratiquer pour le plaisir d'abord. Ok. Et à pratiquer pour progresser uniquement dans la bonne humeur, dans la richesse technique, et pas juste l'objectif de la gagne. Si on fait les choses correctement, si on fait les choses bien, sérieusement, dans la bonne humeur, les bonnes choses arriveront au bout. Les médailles, elles tombent. Les médailles ou autre chose. Ouais. La réussite d'un passage de grade, d'un examen, un concours, entretien pro, je sais pas, plein de choses. Et il a une approche qui est plutôt atypique. Ouais. Ok. Il avait une approche qui était beaucoup plus ludique. Moi, à l'époque, j'étais dans une pratique pure et dure, vraiment pure et dure. Et il m'a appris à être beaucoup plus souple, à faire moins de répétitions, à s'entraîner moins, mais à faire moins d'heures, mais de qualité. Plus intelligemment. Voilà, plus intelligemment. Ouais. Plus intelligemment. Sur ça, je lui dois tout. Mais il y a d'autres experts aussi. Il y a d'autres maîtres qui me viennent à l'esprit. Et bien évidemment, mon maître, mais il est décédé. Mais je pense à lui tous les jours. Mais je pense aussi à maître Lee Kuan Yew, qui est mon modèle sur le plan martial. Pour lui, je vois pas d'autre mot que dire c'est le gardien du temple. Ouais. C'est le monument en France. C'est lui qui a mené le taekwondo en France, mais il est resté depuis le début jusqu'à maintenant fidèle à sa voix. Tant pis s'il s'est fait, des ennemis, tant pis si on dit du mal de lui à la fédération, s'il n'a pas de poste, s'il galère, et tout, etc. Il reste fidèle à lui-même, fidèle à la tradition, fidèle aux arts martiaux purs et durs traditionnels. Et sur ça, je respecte les hommes qui sont entiers. Vraiment, lui, il est entier. Pas de compromis. Pas de compromis. J'ai beau être un pratiquant de haut niveau, il n'a aucun problème, et je n'ai aucun problème, venant de lui, à me faire traiter de baltringue, de débutant, enfin, là je ne vais pas dire les mots, mais à chaque fois je prends une claque, sérieuse, avec lui, et c'est bien. Ouais. C'est bien. C'est pour lui en fait que j'essaie de garder ce pont entre la tradition et la compétition. Sinon j'aurais été, je pense, qu'un pur compétiteur. D'accord. Donc j'aurais eu que la moitié de mon moi, quoi. Ouais. Il faut les deux faces de la médaille pour pouvoir être entier. Voilà. Il y en a d'autres, il y a Maître Park Munso, j'ai fait des rencontres à Valera, Dominique qui m'a... C'était mon idole aussi, ça l'est encore. Je sais pas, j'ai plein d'experts qui me viennent en tête, mais les phares, les lumières que j'essaye qui sont des guides pour toi, suivre, des guides, il y en a quand même peu. D'accord. C'est pas bon de suivre trop de guides parce qu'on se perd en route. Sur ça, mon maître avait raison. Tu enseignes maintenant depuis quand même de nombreuses années. Est-ce que, après toutes ces années d'enseignement, tu prends toujours le même plaisir à enseigner? Si je ne prenais plus de plaisir, je pense que je ferais autre chose. J'ai arrêté un métier où je gagnais bien ma vie, et notamment dans la sécurité. J'ai arrêté pour me tourner vers l'enseignement, parce qu'il fallait que je donne tout ce que ça m'a apporté.
tout ce que les arts martiaux m'ont apporté et ont fait de moi l'homme que je suis maintenant. Il fallait que je rende l'appareil, il fallait que je rende la monnaie. Donc c'était normal que je me tourne vers l'enseignement. Et le plaisir, comment dire, même si je sais que je n'ai pas accès au gymnase, parce qu'il ouvre à une certaine heure, eh bien j'y vais quand même une demi-heure ou une heure avant. Je prends plaisir à passer le balai dans ma salle, je prends plaisir à nettoyer, à rester après, je me fais fort d'être le premier arrivé, le dernier parti. Il n'y a pas de problème, j'ai pas l'impression de partir au boulot quand je vais enseigner. Essaie de te rendre compte la chance que j'ai. Je suis l'homme le plus riche du monde. Je vis de ma passion. Ouais. J'aime ma passion, les arts martiaux, passionnément. Ça me donne le sourire en permanence. J'ai eu la chance de pratiquer et que gravitent autour de moi des personnages extraordinaires. Et j'en fais mon métier. Que demander de plus? Que demander de plus? Tant pis si je me blesse, s'il pleut, il fait froid, il y a une fuite d'eau à la salle, c'est rien, quoi. J'ai donné des cours dans des flaques d'eau, quoi. Avec mes béquilles, avec les plâtres. Vraiment, je garde le même sourire et banane et plaisir. La question est inutile. Je pense tous les maîtres et tous les enseignants en arts martiaux ont, je pense, et j'espère la même passion. Okay. Enfin, quand ils ont envie d'avancer. Ouais. Je ne conçois pas d'arrêter. C'est inimaginable, inenvisageable. Je m'en doute bien, de toute façon. ma grande fierté, c'est quand je vois arriver des élèves, enfants, qui sont les enfants d'élèves que j'ai eu enfants. Donc je commence à voir dans mon club la 3e génération d'élèves. Je prends un coup de vieux, mais la confiance que me rendent les élèves sur ça, c'est riche, c'est enrichissant. Ma plus grande fierté, en fait, ce n'est pas d'être toutes ces médailles là, tous ces titres ou grades, c'est d'avoir au sein de mon club les petits enfants de mon maître. D'accord. Voilà. Les petits enfants de mon maître, pour moi, waouh. En plus, les voir bouger, travailler dessus, travailler avec eux, les voir grandir et progresser, et voir que son petit-fils bouge exactement comme lui, le revoir en lui, c'est magique. Je fais un voyage dans le temps, je fais un voyage en amnésie, comme je dis souvent, et je retrouve mon maître à travers lui, ça c'est ma récompense. D'accord. Voilà. Ouais, c'est beau. C'est drôle parce qu'il m'avait dit la même chose, Nuno Damaso, c'est qu'il a reçu il y a quelque temps le fils d'un élève qui lui-même était déjà le fils d'un élève, quoi. Donc il a eu lui aussi une 3e génération. Ouais. Et... Ah ouais, Nuno est un de ces personnages dont j'aimerais parler aussi, qui a été pas un de mes guides, mais qui était un compadre, un compagnon de route. Un frère d'armes. Un frère d'armes, un vrai. Donc, il est loin, il est en Suisse, mais il est avec moi de tout cœur dans sa pratique, et c'est quelqu'un qui est dans la voie aussi. Très clairement. De nos jours, Internet a changé beaucoup de choses, beaucoup de choses, notamment dans la passation d'informations. Est-ce que pour toi, Internet a un impact négatif ou positif sur le monde des arts martiaux, et notamment il y a les gens comme moi, les chaînes YouTube, les vidéos? Est-ce que tout ça, selon toi, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose dans la recherche d'informations. Mais si derrière, le pratiquant ne réfléchit pas
n'analyse pas et ne pratique pas, n'expérimente pas ce qu'il voit, ça sert strictement à rien. Strictement à rien. Rappelle-toi cette phrase cette maxime qui dit je n'ai pas peur des 1000 techniques que tu as pratiquées une fois, j'ai peur de la technique que tu as pratiquée 1000 fois. Eh bien, c'est la même chose avec les vidéos. Il faut expérimenter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois quelque chose, ça t'intéresse, eh bien, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Eh bien, essaye et on va voir si c'est pour toi. Ouais. Et après, là, c'est comme une bibliothèque. Pourquoi avoir 10 000 livres si tu ne les as pas lus? Tu comprends? Il faut les avoir, les lire, en critique, tu aimes ou pas, mais au moins, ça tu l'as en toi. Ouais. Le garde dans ta bibliothèque, et quand tu as envie d'une référence, un truc, tu te resserres dedans. C'est la même chose avec les vidéos, avec les supports. Tu comprends? Je comprends. La même chose pour la musique, pour les dessins. Je comprends, parce que de toute façon, c'est ce que j'essaye de véhiculer moi comme message, justement, puisque moi je fais pas de tuto comment faire un coup de poing, machin, c'est pas du tout, parce que pour moi il faut l'apprendre auprès d'un maître, et que tout ça, moi mon but c'est justement pousser les gens dans une salle d'arts martiaux en fait, justement, mais je suis quand même curieux de savoir ce que les experts peuvent penser, puisque chacun peut avoir un avis différent sur la question, quoi. C'est une bonne chose et une mauvaise chose, donc si on n'approfondit pas, c'est une mauvaise chose. Tu as parlé au début de l'interview justement de la voie qu'a pris le taekwondo dans son développement, celle de l'olympisme. Même si on pense connaître la réponse, si toi tu avais ce pouvoir-là de maintenir ou non le taekwondo aux Jeux Olympiques, qu'est-ce que tu ferais et pourquoi? Ouais, je sais. Alors, je te dirais, une partie de moi te dirait, l'olympisme a donné un élan extraordinaire à notre discipline. Mais en même temps, il n'a pas dû être géré par la bonne personne, je pense. Et on a perdu, c'est mon avis, on a perdu notre âme dans l'aventure. On s'est, tu sais, dans pratiquement toutes les disciplines, dans tous les domaines, dès que c'est l'argent qui décide et dirige, et plus le cœur ou les passions, on est sur la mauvaise voie. Et là, depuis quelques années, on est sur la mauvaise voie. On fait un taekwondo sportif, moderne, qui ne ressemble plus à rien, à part de l'escrime de jambes, des compétitions musicales, avec des acrobaties. Je ne vois plus rien de martial dedans. Donc il faut... Je suis content de ne pas avoir suivi cette voie-là, et de ne pas pratiquer ce taekwondo-là qui n'est pas le mien, qui n'est plus le mien. Ok ? Mais je suis content d'avoir eu la lucidité de rester en retrait et de continuer à pratiquer un taekwondo traditionnel, même si je suis un compétiteur technique. Et je suis content qu'il y en ait d'autres comme moi, comme Kitudang, Lee Kuan Yew, Nuno, dont on parlait, et bien d'autres, parce qu'on est quand même quelques-uns. Voilà, à être, comme je te disais tout à l'heure, les gardiens du temple, les gardiens des valeurs, et à perpétuer cet esprit, cet enseignement, et ces valeurs qui font la vraie richesse du taekwondo. Et pas, je fais un triple flip, un 460, un 580... Je mets de la musique moderne et il faut regarder les nouvelles tenues en lycra là, moulantes, les tenues colorées, hyper légères, c'est pas des kimonos, les beach games en lunettes de soleil, en chemise hawaïenne. Je me reconnais plus là-dedans. Je ne veux pas... J'ai du mal à critiquer ça parce que ça fait partie de mon monde aussi. Il faut que je l'accepte comme il est.
j'ai évolué. Le taekwondo est un art martial jeune qui se cherche encore, mais j'ai peur qu'il se cherche encore pour des raisons mercantiles. Et ce n'est qu'une histoire de business, de politique, de gros sous. Et je leur laisse. Je leur laisse ça, et je veux rester sur mon île avec mes camarades et mon école et mes copains qui viennent me voir de temps en temps, qui parlent la même langue que moi, nous pratiquons la même chose avec encore plus de plaisir. Et voilà. Ok. Très bien. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose à long terme? Il faut vivre avec son temps. On n'a plus d'armure, on a posé le sabre, on ne se bat pas dehors dans la rue, on évolue, on vit dans un monde qui est comme ça. Donc il faut l'accepter aussi. Et voilà, l'époque des Warang est terminée. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup Philippe d'avoir avec plaisir répondu à toutes ces questions. Pour trouver Philippe, simplement, c'est sur Facebook, ça se passe très simplement, il est joignable. N'hésitez pas à l'inviter en stage, à participer à ces stages quand il passe dans votre coin. Ça vaut le détour. Vous pouvez également trouver le site... en tapant mon nom sur Internet, vous trouverez de son club, voilà, de son club à Toulouse, où on trouve également tes coordonnées. Voilà. Je suis sur Facebook aussi, ou Insta, et il n'y a pas de souci, je réponds à toutes les demandes. Très bien. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager comme d'habitude. Merci beaucoup Philippe, et à très vite. Je fais exact. Abonnez-vous, c'est vraiment, ça vaut le détour. Merci, c'est bon, on peut arrêter. Moi, je suis venu à Toulouse pour ça, moi.